Le journal sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Pour commencer, les trois titres. En Côte d'Ivoire, un atelier pour valider le plan stratégique 2022-2025 du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. C'était à Grand Bassam, dans la région sud. Au nombre des participants, la société civile, des institutions partenaires et autres responsables de l'armée. Toujours en Côte d'Ivoire, la signature récemment de l'avenant 1 du contrat d'exécution du programme pour l'emploi et la promotion des petites et moyennes entreprises. Document signé entre le ministère du Commerce et la coopération allemande. Objectif, renforcer la compétitivité des PME. Enfin, 2022, année glorieuse pour Karim Benzema. L'international français a été sacré hier Ballon d'Or. En Côte d'Ivoire, le Jacide menace la production de coton à Korogo, dans la région nord. En mission d'urgence dans la zone, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a visité récemment plusieurs plantations. Kobenan Kwasi Adjoumani a également échangé avec les acteurs de la filière coton de la région du Poro et a traduit la compassion du gouvernement. Le point dans ce reportage de Ami Sissoko. Informé du désastre causé par les jacides sur le cotonnier dans le nord, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Adjoumani Kwasi Kobenan, a effectué une mission urgente ce lundi 17 octobre 2022 dans le département de Korogo, l'une des grandes zones productrices du coton, pour constater de visu les dégâts liés à l'attaque de ces insectes ravageurs. Il a également échangé avec les acteurs de la filière coton de la région du Poro. Ces insectes provoquent l'assèchement des cotonniers. Ils s'attaquent également aux cultures vivrières. Nous avons même estimé à 30%, mais on se rend compte que la perte va être au-delà des 30%. Il y a eu donc cette catastrophe que les plantations ont été abandonnées. Si c'était seulement sur le coton, peut-être on avait dit que nous, on peut s'entretenir un peu. Mais ça a pris tous les vivriers. Depuis le mois de juin dernier, le bassin cotonnier comprenant les régions de Bagoué, Poro, Tchologo, Béré, Gbeke, Kabadougou et Bafing subit des attaques de jacides. Cette situation fait peser de graves menaces sur la production cotonnière de cette année et sur les revenus des acteurs de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on doit constater que cette estimation est en deçà de la réalité de terrain. Au jour d'aujourd'hui, nous avons demandé à chaque société cotonnière de nous faire le point donc, des dégâts dans sa sphère de compétences. Les sociétés cotonnières sont donc au travail. Dans l'immédiat, les producteurs demandent aux autorités une aide pour rembourser les crédits de la campagne 2022-2023 et surtout pour subvenir à leurs besoins. C'est vraiment une catastrophe pour nous. On interpelle le gouvernement, bien vrai, toutes ces années, il nous a aidés. C'est une honte. Mais la main qui est coupée ne peut pas se cacher. Donc on est obligé d'aller vers lui en sachant que c'est lui qui peut nous sauver. Face à la détresse des 105 000 producteurs de coton que compte le pays, le ministre d'État Adjoumani Kwasi Kobenan a promis rendre compte fidèlement au chef de l'État Alassane Ouattara en vue des solutions idoines. Quand l'or blanc est attaqué, ce sont les populations qui s'en trouveront lésées. Donc le président, le Premier ministre nous ont demandé de venir soutenir donc ces populations en détresse. Leur apporter d'abord le réconfort moral, évaluer les dégâts qui ont été perpétrés dans leurs plantations et après prendre des décisions idoines de nature à soutenir donc les populations. Mais ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est attaquée. Il y a les pays qui nous environnent, le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Togo. Tous ces pays-là ont été attaqués. La Côte d'Ivoire est le troisième pays africain producteur de coton après le Mali et le Bénin, avec plus de 539 000 tonnes. Cette année, l'État a subventionné à hauteur de 29 milliards de francs CFA les intrants, notamment l'engrais, en vue de l'amélioration de la production à 580 000 tonnes.
Mais les jacides sur la filière coton viennent anéantir l'objectif. Grand Bassam, dans la région sud du pays, le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce a organisé il y a quelques jours un atelier de validation de son plan stratégique 2022-2025. Des membres de la société civile, des institutions partenaires et autres responsables de l'armée ont participé aux travaux. Les explications détaillées de Walter Amadou. Pour l'identification de ces orientations, couplées à un cadre d'action budgétisé, le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce, CNCMR, a recruté un cabinet en septembre 2022. Ce cabinet a produit un document incluant un plan stratégique de développement du CNCMR 2022-2025. On ne peut pas parler de réponse sans alerte. Alerter, c'est collecter des informations sur des situations de menaces, traiter donc ces informations, transmettre donc à l'autorité pour prise de décision. Le travail véritable a été fait sur 45 jours. C'est pour le valider que ces acteurs de la société civile, membres des organisations partenaires et responsables des forces de l'ordre sont réunis pour 2 jours à Grand Bassam. Après la présentation, les premières impressions sont bonnes. Il y a des visites qui ont été rendues aux différentes institutions et partenaires et je pense qu'ils ont tenu compte de tout ce que les uns et les autres ont eu à dire face à ce mécanisme, à ce plan stratégique qui sera mis en place. Et au sortir de cet atelier, nous aurons un document efficace qui tiendra compte de l'avis des uns et des autres qui œuvrent à la sécurité humaine. Au nom du directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, le colonel-major Léon Kwame Ngoran a sollicité une forte implication et une bonne concentration des participants aux présents travaux. Aussi, le gouvernement ivoirien, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, a-t-il créé par décret numéro 216-122 du 2 mars 2016 le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce, qui a pour mission essentielle de soutenir et de renforcer la stratégie de la CEDEAO en matière de partage d'informations entre les États membres en vue de prévenir et ou d'atténuer, voire annihiler, les menaces à la sécurité humaine. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays de la zone CEDEAO bénéficiaires d'un tel programme visant le développement d'un cadre unique de gestion intégrée des menaces et risques à la sécurité. Pour les 3 années à venir, la direction du CNCMR aura à réaliser un ensemble de projets d'un coût global d'environ 3 milliards de francs CFA. 5 morts et 22 blessés le 12 octobre dernier à Kokumbo, dans la région centre du pays, lors d'une opération de déguerpissement d'un site d'orpaillage clandestin. Le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'est rendu sur les lieux. Le général Alexandre Apalo-Touré a échangé avec les populations et a appelé au calme. Le point dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 5 morts, 22 blessés, dont 6 gendarmes et 4 agents des eaux et forêts. C'est le bilan des affrontements entre forces de défense et de sécurité et orpailleurs clandestins, soutenus par une frange de la population à Kokumbo, dans la région du Bélier. Le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, en mission de démantèlement, allait être pris à partie. La suite, on la connaît. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birema Ouattara, qui accorde un point d'honneur à la paix et à la cohésion entre forces de l'ordre et population civile, a dépêché le commandant supérieur de la gendarmerie nationale sur les lieux. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré y va avec de la méthode. Chez nous, quand quelqu'un pleure, on l'aide à pleurer, mais on n'en rajoute pas. Je vous adresse donc dans un premier temps toutes mes condoléances au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, mon chef hiérarchique. L'orpaillage illégal, un drame pour nos régions. Même celui qui vient détruire ta terre, quand on veut le chasser, toi tu viens le soutenir pour combattre les forces de l'ordre.
Quand la terre aura fini de la détruire, lui, il rentrera d'où il est venu. Et toi, tes enfants et petits-enfants, et arrière-petits-enfants, dans quelques années, il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de chasse. Parce que les trous que les gens creusent là, les chasseurs vont tomber dedans et ils vont mourir. Puisque quand ils creusent, ils ne ferment pas. Les eaux sont gâtées partout dans le pays. Parfois, ils utilisent du poison. Nous, quand on était petits, dans les champs là, c'est l'eau de rivière, tu prends ton bidon, machin. Mais maintenant, là, si tu continues de faire ça, tu vas mourir. Parce que toutes les eaux sont gâtées. Quand vous faites ça, vous participez à la destruction de l'avenir de vos enfants. Les populations de Kokumbo, sensibles à la démarche du ministre d'État, ministre de la Défense, ont pris l'engagement de bannir l'orpaillage illégal. Elles ont émis des vœux, notamment l'ouverture d'une brigade de gendarmerie. Un bâtiment offert par le conseil régional du Bélier a été visité. Avant de quitter Kokumbo, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, a rendu visite à la Reine-Mère. Un tout autre sujet à présent avec la signature il y a quelques jours de l'avenant 1 du contrat d'exécution du programme pour l'emploi et la promotion des petites et moyennes entreprises. Le document a été signé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME et la coopération allemande. Cet avenant augmente ainsi l'appui financier de plus de 30% à 20 milliards de francs CFA. Lanciné Bakayoko. Par cette augmentation d'allocation financière qui passe de 12 à 20 milliards de francs CFA, la coopération allemande, via son programme Invest for Job, veut intensifier son soutien aux entrepreneurs, aux start-up, aux PME existantes. Ce soutien se fera au travers de formations sur mesure, de formations techniques, de services de mentorat et de conseils. On est persuadé que ça peut passer par là aussi. Et ça peut être aussi une solution d'amélioration de l'écosystème, mais aussi une solution aussi pour générer des revenus aussi pour l'État tôt ou tard, si jamais on arrive à formaliser le plus d'entreprises possible. À terme, il s'agit de permettre aux entreprises incubées de se professionnaliser et de gagner en crédibilité auprès des banques, ce qui facilitera leur accès au financement. Le ministère en charge des PME, qui est le point focal de ce programme, est très heureux en tout cas que ce programme a déjà pu montrer des résultats tangibles en matière de renforcement de l'écosystème entrepreneurial, en matière de formation des jeunes entrepreneurs et en matière également de soutien, à notre ministère pour ce qui concerne la formalisation des PME. Le programme Invest for Job de la GIZ ambitionne d'assister 1500 entreprises, créer 7000 emplois directs et améliorer les conditions d'emploi de 5000 travailleurs. Les différentes parties ont également convenu de mettre en place un organe de gouvernance pour un meilleur suivi des indicateurs de performance de ce programme transversal et multisectoriel. Toujours en Côte d'Ivoire, la deuxième édition du brunch African Woman dans la commune du Plateau. C'était en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Le brunch African Woman a réuni une centaine de femmes leaders. Elles ont échangé sur l'entrepreneuriat féminin. Cet événement a également permis de lever des fonds pour la création d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Pour en parler, Paco Didi et Sephora Ziggy. Des stylistes, créateurs de mode et designers exposent. 20% des ventes vont servir à la construction d'un centre d'accueil des femmes victimes de violences. C'est vrai que nous sommes là pour une exposition, mais au-dessus de ça, nous sommes surtout là pour l'œuvre sociale derrière. Je me suis déplacée aujourd'hui, surtout à cause de cette action sociale. Cette levée de fonds est une initiative de l'ONG Yeneba Women in Action et Afrique Femmes. Cela pour donner plus de chances à de nombreuses femmes. Les femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre, souvent n'ont nulle part où aller, surtout dans nos sociétés traditionnelles où même quand une femme n'est pas heureuse en foyer, battue, malmenée, elle reste parce que sa famille parfois lui dit « mais où tu vas aller ?» Donc ce centre, c'est vraiment pour les faire sortir de ces situations difficiles et de leur donner une opportunité de se remettre sur pied et de se réinsérer dans la société. Le centre de prise en charge sera ouvert à toutes les femmes qui ont subi des violences, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences conjugales. Il y aura aussi une partie hébergement avec 27 places pour les adultes, pour les femmes adultes et une douzaine de places pour les enfants.
Ces modèles de femmes de divers secteurs d'activité et venus de plusieurs pays acquis à cette cause. Elles se réunissent autour d'un brunch pour échanger sur la condition de la femme, l'entrepreneuriat féminin, le financement de business par paiements digitaux sont quelques thèmes abordés. Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, invitée spéciale de cette rencontre, a tenu à encourager ces femmes pour leur esprit d'initiative. Je partage totalement ce qu'elles souhaitent et de la représentation de la femme, de la jeune fille et de ses valeurs que la culture aujourd'hui porte. Donc des valeurs autour de l'exemplarité, des valeurs autour de la solidarité, des valeurs autour du travail. Ces valeurs sont aussi portées par la première dame, qui est aussi Madame Ouattara, qui est très très engagée autour de la cause des femmes. Inculquer des valeurs à la jeunesse féminine, booster leur image et leur confiance en soi, réinsérer dans la société les femmes victimes de violences sont les attentes de cette activité. Tous unis par le même combat, la lutte contre le coronavirus. À noter 4 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 87 602 cas confirmés de coronavirus, 86 720 personnes guéries, 827 décès et 55 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Toujours au chapitre santé, octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein chez la femme. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a organisé une campagne de dépistage gratuit les 15 et 16 octobre dernier dans la région de l'Agnébi-Tiassa, dans le sud du pays. À noter que sur 3000 personnes attendues au centre hospitalier régional d'Agboville pour le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, 1000 femmes se sont présentées. Les précisions de Sephora Zegui. Agboville, centre hospitalier régional. Les femmes sont venues de plusieurs villes et villages de la région de l'Agnébi-Tiassa pour prendre part à la campagne de dépistage gratuite du cancer du sein et du col de l'utérus initiée par le CNRAO. Elles ne veulent pas faire partie des 3306 nouveaux cas de cancer de sein et des 1785 décès liés à cette pathologie détectée chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie, c'est pas bon du tout, parce que quand ça te prend, on est obligé de couper tes seins, ou alors quand ça prend aussi le l'utérus, en tout cas, on ne peut plus soigner. C'est la mort qui t'atteint en même temps. Cette campagne de prévention dans l'Agnébi-Tiassa pour donner les mêmes chances aux femmes du milieu rural qu'à celles des zones urbaines. Le cancer détecté plus tôt, le patient peut en guérir dans 9 cas sur 10 avec la possibilité de préserver son sein. Il faut que les gens sortent pour se faire dépister. Se dépister étant l'équivalent de venir à l'hôpital alors qu'on se sent en bonne santé. Personne ne souhaite avoir un cancer. Personne ne souhaite que le cancer ne soit prononcé aussi sur la vie des membres de sa famille. Mais si c'est s'il y a une cellule qui est cachée, autant qu'on la découvre tôt, non seulement pour guérir, mais aussi, comme on est dans le cancer du sein, pour conserver son sein. Pour que le cancer du sein et du col de l'utérus ne soit plus une fatalité, l'État a pris des dispositions telles que le renforcement du plateau technique, l'association du dépistage au traitement et l'accessibilité financière du traitement, entre autres. Ces actions ont aujourd'hui permis de réduire le risque de cancer à 25% en Côte d'Ivoire. Le docteur Charles Aka Kofi, directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, insiste sur la nécessité du dépistage. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur du cancer parce que, justement, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes en mettant à la disposition des populations un centre qui est chargé de prendre en charge le cancer des femmes, mais le cancer en général. Alors le message, c'est que pour que nous puissions profiter au maximum de ce centre, c'est que justement on se fasse dépister tôt.
Depuis le lancement de la campagne de dépistage gratuite Octobre Rose, le 8 octobre dernier, ce sont 714 femmes qui ont été dépistées. Parmi elles, 10% de cas suspects. L'apothéose de Octobre Rose est prévue se tenir le 29 octobre prochain à Abidjan. Après cette phase, le dépistage passe à 8 000 francs CFA. Dans l'actualité nationale également, l'ouverture hier de la 5e édition de l'école de météorologie de l'espace Maghreb-Afrique de l'Ouest et centrale. Thème retenu, physique et utilisation des outils. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Les explications de Sephora Zegui. 12 experts venus de la France, du Maroc, de la Tunisie, du Vietnam, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire vont renforcer les capacités de 40 étudiants en master, doctorat et des jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs dans les disciplines scientifiques qui se rapportent à la météorologie de l'espace, notamment à la physique du globe et de l'espace. L'école de météorologie de l'espace est une rencontre scientifique de haut niveau que nous organisons tous les 2 ans. La météorologie de l'espace est une science très récente, encore en développement. Alors, une session de formation complète de la météorologie de l'espace implique des formateurs dans des disciplines très variées, dont très peu d'universités dans le monde disposent en totalité. Les écoles IMAO permettent de pallier ces difficultés en faisant bénéficier les formations aux étudiants. Durant 2 semaines, les auditeurs vont voir leurs compétences développées en matière d'utilisation des jeux de données et les outils nécessaires aux études de la météorologie de l'espace au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et centrale. Tous les événements solaires peuvent agir sur les télécommunications entre les satellites et la Terre. Donc cette école de météorologie de l'espace vise à connaître les processus physiques qui peuvent détériorer les communications. Et je voulais dire que le GNSS, donc les communications entre les satellites et la Terre, sont utilisées par tout le monde. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se réjouit de l'organisation par la Côte d'Ivoire de cet événement qui va contribuer à la promotion de l'excellence scientifique et technologique dans les États africains. D'ailleurs, les objectifs de cette formation cadrent bien avec la vision et les ambitions du gouvernement ivoirien. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, cela est d'autant plus important que, je dirais premièrement, évidemment, cela contribue, disons, à la formation de qualité de nos apprenants, notamment donc nos étudiants. Et cela est nécessaire pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui veut avoir des ressources humaines de qualité capables de contribuer efficacement à son développement. Et donc vous comprenez bien que tout ce qui est formation en sciences de l'espace est importante pour nous. La Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole, est très sensible à tout ce qui a trait aux études sur le changement climatique et à ses impacts, notamment sur les infrastructures, l'agriculture et la santé. Voilà. Et vous voyez, ce genre d'école participe à la formation sur tout ce qui a trait à la météo, donc y compris l'étude du changement climatique, de ses impacts et des stratégies d'adaptation au changement climatique. Lors du lancement de la 5e édition de l'IMAO, Adama Diawara a annoncé pour bientôt la mise en place de l'Agence spatiale ivoirienne qui aura besoin des compétences de ses physiciens pour mettre en œuvre les missions qui lui seront assignées. Direction à présent Yamoussoukro, dans la région centre du pays, pour découvrir 3 vastes projets élaborés par le PGDEC, le C2D et le BioYam. Ces 3 programmes visent l'autonomisation économique des jeunes du district autonome de Yamoussoukro. Dans le reportage qui va suivre, des bénéficiaires expriment leur satisfaction. Ils sont au micro de Eugène Atoubé. Elle avait rêvé d'une carrière de docteur vétérinaire après son bac à série D obtenu à Bouaké. Aujourd'hui, Huguette Moklo est propriétaire d'une pâtisserie installée au quartier Cocrénou. Autour d'elle, 5 employés qu'elle a formés et qui font tourner l'entreprise qu'elle dirige. Je suis installée à mon propre compte, je suis autonome, j'arrive à me prendre en charge moi-même. Et aujourd'hui, grâce au projet PGD, je peux dire que tout va bien. L'entreprise est petite. Les équipements même ne répondent plus aux commandes. Aujourd'hui, on veut agrandir l'entreprise. L'ex-étudiante de l'université d'Abobo Adjamé fait partie des bénéficiaires du PGDEC 2 dans le district autonome de Yamoussoukro. Un projet du gouvernement ivoirien financé par la Banque mondiale et piloté
par le ministère en charge de la jeunesse et de son insertion professionnelle via l'agence Emploi Jeunes. Le PGDEC a une aubaine pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et moyen d'insertion socio-professionnelle de cette frange de la population dont une bonne partie n'a pas encore connaissance ou hésite toujours à s'y engager. Je n'ai jamais tenté. Tout ce que je connais, ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, bon, il n'y a pas de suite. Mon ambition aujourd'hui, c'est d'avoir une pressing. Tout est dedans. Voilà. S'il y a eu aussi des soutiens aussi, ça peut m'arranger. C'est vrai, j'ai d'abord vu certaines personnes pour pouvoir me financer, mais bon, qui n'ont pas voulu, et j'ai essayé de demander des informations concernant les banques pour pouvoir prendre un prêt, mais vu les conditions et tout ça, donc vraiment c'était difficile. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait la structure Emploi Jeunes qui pouvait financer un tel projet. Ils sont pourtant nombreux, les jeunes du district autonome de Yamoussoukro, à bénéficier du PGDEC, notamment la phase 2, lancée en 2017 et achevée en 2022. Plus d'1,327 milliard de francs CFA au total ont été mobilisés pour financer 1320 jeunes. Au nombre de ceux-ci, ce jeune homme au quartier 227 qui a souhaité ne pas montrer son visage pour des raisons qui lui sont propres. Nous l'appellerons Chico. Grâce à un financement de 500 000 francs CFA obtenu du PGDEC 2, il a ouvert un petit cybercafé qu'il a pu agrandir au fil du temps, jusqu'à ouvrir simultanément, grâce à sa bonne gestion de son entreprise, une cave et un commerce d'attiqués poissons, connu sous le nom de Gabadrom. Par la diversification de ses activités, Chico apparaît comme un modèle de réussite. Aujourd'hui, d'autres jeunes dans le district autonome de Yamoussoukro seront bénéficiaires de financement dans le cadre du C2D, toujours dans la droite ligne de la politique d'autonomisation de la jeunesse de Yamoussoukro, selon la vision du ministre-gouverneur Augustin Thiam. Ce projet met à disposition des jeunes, filles comme garçons du district autonome de Yamoussoukro, 720 millions de francs CFA pour financer 1240 personnes. Déjà sélectionnés, ces futurs bénéficiaires ont déjà suivi une formation sur mesure portant sur l'entrepreneuriat. Reste maintenant à chacun de ces bénéficiaires d'ouvrir un compte au sein de la microfinance partenaire et y déposer son apport initial. On finance les activités dans tous les domaines, pourvu que ce soit une activité légale qui corresponde à nos analyses d'opportunités économiques. Le ministre-gouverneur intervient pour aller ce projet. On a étudié toutes les radios locales pour ce projet. Toutes les autorités préfectorales sont intéressées. On se déplace dans toutes les localités sous la présidence des sous-préfets pour parler de ce projet. Le projet de compostage de jacinthes d'eau et d'ordures ménagères dans le district autonome de Yamoussoukro, Bioyam, est également opportunité d'emploi pour la jeunesse de cette aire géographique. C'est dans le village de Tumbokro, à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro, que sera construite cette usine de fabrication d'engrais bio produits à partir de végétation aquatique qui enlaidissent les lacs de Yamoussoukro, Tumbokro et Kossou, ainsi que divers déchets agricoles et industriels. Pour ce qui est de la production même du bioengrais, dans la logistique même, pour la collecte de la biomasse, on fera recours aux jeunes qui vont nous aider par une première transformation via des usines de pré-compostage que nous allons essayer de mettre autour de la ville de Yamoussoukro. Ils auront les stations gratuitement, ils auront la formation, ils vont faire le pré-compostage. Et quand ils vont faire cette première transformation, ils vont venir vendre à l'usine. Dans le modèle de la pré-collecte à la collecte jusqu'à l'usine de pré-compostage, on pense à près de 200-300 personnes. La construction de l'usine de compostage de Tumbokro va apporter une réponse à la question de l'implantation d'unités agro-industrielles que les populations réclament de tous leurs vœux dans le district autonome de Yamoussoukro. Un espoir que les jeunes de cette aire géographique sont appelés à entretenir. En image, cette autre actualité nationale, 800 kits scolaires distribués gratuitement aux écoliers du village de Zaguinasso dans la région nord du pays. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Hope Charity dans le cadre de la rentrée académique 2022-2023.
Toujours en image, la consécration hier pour l'international français du Real Madrid. Le footballeur Karim Benzema a été sacré Ballon d'Or édition 2022. À 34 ans, Karim Benzema devient ainsi le 5e joueur français à remporter ce prestigieux trophée, le Ballon d'Or. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente après-midi à toutes et à tous.